Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'économie sociale et solidaire, cette forme d'économie qui, selon la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014, qui l'institutionnalise, est constituée de la branche de l'économie, regroupant les organisations privées, entreprises, coopératives, associations, mutuelles ou fondations, qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Aujourd'hui en France, l'économie sociale et solidaire pèse 10% du PIB et emploie plus de 2 300 000 personnes. Pour autant, les acteurs du champ de l'économie sociale et solidaire, le SS pour les initiés, n'ont pas attendu la loi, ni pour agir, ni pour s'organiser. Avec nous, la coordinatrice Grand Est du mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Laurie Thébault, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir à Nancy, dans les locaux d'Envie, une association qui propose de l'électroménager d'occasion, rénové et garanti, et qui vous héberge. Le mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE, c'est quoi, Laurie Thébault ? Le mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est une communauté, un réseau d'entrepreneurs sociaux, de dirigeants et de dirigeantes d'entreprises sociales. Je vous expliquerai un tout petit peu plus tard ce que c'est. Et le MOVE, c'est cette entité qui leur permet de se rencontrer lors d'ateliers, d'événements grand public ou de groupes miroirs. Un réseau, le MOVE national, Laurie Thébault, vous êtes coordinatrice depuis mars 2015, si mes renseignements sont exacts, pour la Lorraine et l'Alsace. Oui, c'est bien ça. Au début, c'était que la Lorraine. Et puis, comme vous le savez, on est passé en grande région. Et puis, des entrepreneurs alsaciens sont aussi venus nous chercher parce qu'ils voulaient créer leur communauté. Donc voilà, maintenant, je m'occupe essentiellement de l'Alsace et de la Lorraine, effectivement. Pour comprendre en quoi consiste l'entrepreneuriat social, le mieux c'est encore d'écouter l'un de ses acteurs en parler. Je crois profondément, par expérience, que pour créer et développer une entreprise sociale, il faut être d'abord habité par un projet personnel fort. Il faut vouloir donner du sens à son existence professionnelle et au-delà. Il faut vouloir bouger les lignes, c'est-à-dire abolir les frontières entre la sphère économique et la sphère sociale. Donc, tout entrepreneur social est, je dirais, compétent quand il est à la fois habité par un projet. Ça peut être un projet très social, un projet auprès des personnes âgées, auprès, par exemple, des autistes, pour lesquels il y a des gros besoins, mais en même temps, qui a suffisamment de rigueur, j'allais dire, pour pouvoir construire un développement important. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. C'était André Dupont, alors président du mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE. C'était en 2015 dans un extrait d'une interview au téléphone menée par Job IRL, la plateforme collaborative pour l'orientation professionnelle des jeunes. Job IRL est une association lancée en 2013 qui compte déjà plus de 15 000 membres, constitués de jeunes de 14 à 25 ans et des professionnels de tous les secteurs. À retrouver sur www.jobirl.com. J'imagine, Laurie Thébault, que vous souscrivez aux propos d'André Dupont. Oui, tout à fait. Il décrit très très bien ce que c'est qu'un entrepreneur social. Moi, je suis assez d'accord avec le fait que être entrepreneur social, c'est adopter une manière d'entreprendre qui met l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Et ce, quel que soit en fait le statut juridique de son entité. On peut être une association, une coopérative, une SAS. Pour nous, il n'y a pas d'antinomie entre entreprise et association. Et en fait, les dirigeants d'entreprises sociales cherchent à justement non pas faire de l'efficacité économique une fin en soi, mais bien un moyen pour résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux ou sociétaux, que ce soit l'accès à un emploi, l'accès au logement, l'accès aux soins, la lutte contre le gaspillage alimentaire, favoriser les circuits courts. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait le cœur de l'entrepreneuriat social. Ensuite, on a d'autres principes, celui de justement avoir une lucrativité qui soit encadrée. Ça veut dire quoi, une lucrativité encadrée, Laurie Thébault ?
C'est toujours dans cette idée d'avoir vraiment un modèle économique qui soit un moyen et donc et une efficacité économique. Est-ce que ça veut dire que finalement, dans l'entrepreneuriat social, Laurie Thébault, on replace véritablement l'homme au centre du dispositif ? Bien entendu, et puis on se sert d'un modèle économique au service de l'homme ou l'environnement. Et justement, dans ces règles de lucrativité encadrée, il y a par exemple la notion d'écart de salaire qui sont très limités. Dans la plupart des entreprises, ça ne dépasse pas 1 à 4 l'échelle des salaires, entre le plus bas et le plus haut. Voilà, celui du dirigeant, par exemple. Donc vous êtes très loin de ce qu'explique le prix Nobel Joseph Stiglitz dans un de ses livres, où notamment dans le secteur bancaire, aux États-Unis ou ailleurs, on obtient des écarts de salaire de 16 000 fois. Voilà, on en est très loin. Et c'est ridicule parce que justement, c'est autant d'argent qui pourrait être employé pour développer plus d'activités ou plus d'entreprises ou essaimer ailleurs ou tout simplement mieux rémunérer ses salariés. Enfin voilà. Pour nous, pour les entrepreneurs sociaux, ça fait partie du bon sens et de l'efficacité économique aussi d'avoir cette lucrativité qui va être encadrée. L'idée aussi, c'est de pas aller justement rémunérer les actionnaires à hauteur de des sommes faramineuses. Donc c'est un peu ça qu'on entend par lucrativité encadrée. On a aussi un autre principe, c'est justement d'avoir une gouvernance qui soit partagée et justement pas fonction de la détention du capital. Donc ça, c'est vraiment aussi une spécificité de l'entrepreneuriat social. Ça veut dire dans la gestion de l'entreprise sociale ou de l'entrepreneuriat social, une personne égale une voix indépendamment du montant du capital qu'il détient dans l'entreprise ou dans l'association. Dans certaines structures, c'est ça. Dans des SIC, par exemple, c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, il y a des collèges d'investisseurs. SIC est un acronyme qui de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et il y a plusieurs collèges dans ces sociétés coopératives et par exemple dans certaines il y a un collège d'investisseurs et eux ils ont par exemple mettons 20 ou 30% des voix, pas plus. Est-ce que c'est aussi une manière, Laurie Thébault, de finalement redonner sens à l'entrepreneuriat tout simplement et pas simplement la recherche? Alors vous disiez tout à l'heure, bien sûr, il y a une dimension lucrative, il faut que le système fonctionne, il faut avoir un modèle économique qui fonctionne. Pour autant, l'idée c'est d'être pérenne. Pour autant, c'est ça, bien sûr, rechercher la pérennité. Pour autant, on donne du sens finalement à l'action collective. Oui, c'est ça. Et puis parfois, ce sont vos salariés ou vos bénéficiaires ou vos partenaires qui sont les plus à même de prendre les décisions qui vont aller dans le sens de l'entreprise et justement de prendre les bonnes décisions. C'est pas toujours facile de coordonner toutes ces voix différentes et de prendre des décisions collectivement, mais elles vont pas dans le sens du capital. Est-ce qu'il y a un profil particulier pour être entrepreneur social, Laurie Thébault? Derrière beaucoup d'entrepreneurs sociaux, il y a des histoires personnelles. Eux-mêmes, ils ont vécu une situation où étaient sensibles à un sujet de société ou environnemental qui les a vraiment marqués et qui les ont orientés vers justement l'entrepreneuriat social, quels que soient les secteurs d'activité. Je ne sais pas si je peux encore déjà vous donner des exemples. Mais alors, on va y revenir un peu plus tard, parce que Laurie Thébault, l'entrepreneuriat social couvre tous les secteurs d'activité, y compris la distribution en circuit court de produits bio. La Mirabelle de Lorraine, du prunier au panier du consommateur, en quelques clics. C'est le principe du drive fermier. Ces producteurs préparent les commandes passées sur Internet d'une nouvelle clientèle. Les gens qui étaient habitués à venir acheter à la ferme, c'est une génération qui est vieillissante, donc le fait d'apporter le drive et l'achat par Internet permet de rajeunir la clientèle des producteurs. À quelques mètres du verger, Katharina vient faire son marché. Elle l'a déjà payé en ligne, elle a fixé l'heure du rendez-vous. Acheter sa commande ? Oui. C'est prêt. C'est prêt, super. Il ne lui reste plus qu'à savourer ces bons produits. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était Manuel Boileau, co-créateur du Drive des Épouvantails, une société créée en Lorraine mais accessible partout en France à travers le site épouvantail.fr. Ici, dans un reportage diffusé sur BFM TV le 22 août 2014.
en quoi le Drive des Épouvantails est-il une entreprise sociale, Laurie Thébault ? Alors en fait, le Drive des Épouvantails, le principe, c'est de donner un outil aux agriculteurs pour justement trouver leurs consommateurs et les rendre un peu plus indépendants des grandes chaînes de distribution. Pour autant, on a compris le principe, mais c'est peut-être le fait de n'importe quelle entreprise privée qui décide de créer une activité pour mettre en lien le producteur et le consommateur sans pour autant être forcément dans l'entrepreneuriat social. Bah si, parce que là, la finalité, c'est vraiment de donner cet outil-là. Les deux cofondateurs de cette société, ils vont pas aller générer des profits énormissimes là-dessus. En même temps, on peut leur souhaiter, non ? Oui, ils arrivent à se dégager un salaire sur l'activité, mais c'est vraiment pas leur but. In fine, c'est de pouvoir justement dupliquer ce modèle-là et être le plus utile possible pour justement ces agriculteurs et ces producteurs locaux et favoriser justement la consommation en circuit court, réduire l'impact carbone aussi lié au transport des aliments. Il faut savoir que chacun et chacune on consomme parfois des aliments qui viennent de l'autre bout du monde. Sûr. Donc voilà. C'était ça le but premier de l'entreprise. Alors, on va s'apercevoir aussi au cours de cet entretien, Laurie Thébault, que les entrepreneurs sociaux font souvent preuve de beaucoup d'ingéniosité, à commencer par le modèle économique précisément qu'ils mettent en place, mais on retrouve aussi souvent l'innovation technologique. Oui, bah là par exemple, rien qu'au Drive des Épouvantails, c'en est une d'innovation technologique, ça n'existait pas forcément avant. Et puis quand on parle d'innovation, il n'y a pas forcément que de l'innovation technologique en fait, on parle d'innovation sociale. Il y a des modèles qui sont différents et qui représentent en eux-mêmes des innovations. Moi je parle par exemple d'un toit partagé. Leur innovation, c'est de mettre à disposition des systèmes de colocation pour seniors. Ça n'existe pas en France. Ça existe dans d'autres pays, mais en France, c'est une innovation sociale. Alors, puisque nous sommes ici dans les locaux d'Envie à Nancy, Laurie Thébault, Envie est une entreprise sociale, d'ailleurs membre du mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE. Oui, exactement. Et je trouve que c'est un beau modèle d'entreprise sociale parce qu'elle concilie le modèle économique viable, une finalité sociale qui est de permettre un retour à l'emploi et une finalité environnementale qui est de permettre de réduire justement la production de déchets, de gros électroménagers et de fonctionner en économie circulaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller jeter de l'électroménager, on va essayer de le réparer, de le remettre en état ou de le recycler pour le remettre sur le marché et générer ainsi de nouveaux flux. En vous écoutant, Laurie Thébault, je ne peux pas m'empêcher de finalement revenir tout le temps à la définition première du mot économie. Oikos, l'habitat au sens milieu de vie, oikos nomia, c'est la gestion de l'habitat. Finalement, est-ce que notre modèle actuel, quand on parle d'économie, on ne confond pas finalement économie et finance? Oui, alors qu'il y a des économies, si vous avez vu le film Demain, qui sont complètement autonomes. Et donc voilà, une économie, c'est générer des richesses, des biens et des emplois aussi. Alors, puisqu'on va continuer ce tour d'horizon avec quelques exemples pour qu'on comprenne bien la notion, Laurie Thébault, d'entrepreneuriat social. Tiens, par exemple, la Poudrière, un espace de coworking. Alors, la Poudrière, justement, avant c'était une association et maintenant elle a été reprise par une entreprise privée, mais ça ne change rien à son fonctionnement, au contraire, c'est vraiment une communauté. Sachant que l'association, c'est un statut juridique c'est un statut juridique qui donne un cadre pour justement avoir une locativité encadrée et une gouvernance démocratique, mais ça n'empêche pas d'être une entreprise, pas du tout. Donc voilà, et en fait, la finalité sociale de la Poudrière, c'est justement de permettre à des entrepreneurs indépendants qui sont parfois seuls chez eux, isolés, pas en réseau, parfois qui travaillent avec leur famille à côté, d'avoir voilà, et tous les problèmes que ça incombe et les impacts négatifs sur leurs activités économiques et sur le développement, ça leur permet d'avoir un cadre de travail qui soit
soit pas juste un simple bureau, qui soit carrément une communauté et qui leur permette de se mettre en réseau entre eux et développer un peu plus leur chiffre d'affaires et d'avoir un cadre de travail, des horaires plus réguliers, voilà, un cadre de vie. Alors, aussi. On aurait bien sûr beaucoup d'autres exemples à évoquer, Laurie Thébault. Peut-être le point commun de l'ensemble de ces entreprises sociales. Moi, je dirais qu'elle se retrouve un peu au croisement de trois mondes, celui de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, qui a des principes de lucrativité encadrée, de gouvernance démocratique et de finalité sociétale. L'entreprise, avec toutes les ambitions et le professionnalisme et puis la culture du résultat que ça implique. Et puis une notion d'innovation aussi, de toujours aller faire un peu de recherche et de développement, d'essayer de prendre des risques pour trouver de nouvelles solutions. Donc voilà. J'en ai pas cité autant que j'aurais voulu. Il y en a vraiment tellement sur le territoire. On aura toutes les informations sur votre site, on aura l'adresse à la fin de cet entretien. En tout cas, ça, Laurie Thébault, c'est le quasi-fond sonore du Move. Eric Mutschler. Le choix de ce titre Girl du londonien Martin Félix Macharski, désolé pour l'accent, ce n'est pas un hasard, Laurie Thébault. Oui, alors pour les paroles, ça n'a rien à voir avec le move, mais sur le ton, c'est vrai que c'est assez représentatif de l'ambiance et de l'état d'esprit qu'on a au move. C'est plein d'entrain, de dynamisme, c'est optimiste. Enfin voilà, c'est une musique qu'on utilise souvent justement pour faire connaître le move autour de nous. Laurie Thébault, coordinatrice Grand Est du Move précisément, comment expliquez-vous le fort développement de l'entrepreneuriat social en France ces dernières années? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat social et l'ESS, c'est pas un mouvement seulement franco-français, c'est mondial. Pour économie sociale et solidaire. Oui, c'est pas franco-français, mais en France comme ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent un peu le développement de ce phénomène. D'un côté, en fait, on a des enjeux économiques, écologiques et sociaux qui sont omniprésents et qui posent de plus en plus de problèmes à régler, comme le chômage de longue durée, l'inégalité dans l'accès aux soins ou au logement,
le fait que certaines personnes soient mal nourries, mal logées, le gaspillage alimentaire, les déchets, la pollution, enfin voilà, on a beaucoup d'enjeux à traiter et il se trouve que l'État seul maintenant n'arrive plus forcément à apporter des solutions à tout. Est-ce que c'est pas aussi, Laurie Thébault, une certaine faillite finalement du modèle économique classique? Les théoriciens de l'économie classique estimaient que l'entreprise allait tout régler en apportant le bien-être, les ressources à ses employés. Or, on s'aperçoit que précisément parce qu'il y a une quête permanente peut-être de la rentabilité strictement financière, on a besoin aujourd'hui d'entrepreneurs qui, précisément, tiennent compte de tous ces enjeux que vous venez d'évoquer. Ils ne font pas que en tenir compte, en fait. Ils cherchent sinon on parle de RSE, à peu près. Eux, ils cherchent vraiment, c'est RSE le cœur. Pour responsabilité sociale. Voilà, oui. Eux, ils cherchent vraiment à apporter une solution à un problème donné. Donc, je trouve qu'ils ne se contentent pas d'en prendre compte, seulement. Ils agissent. Voilà. Ils agissent, ils se disent, moi, je vais me servir d'une entreprise pour apporter des solutions. Ça va être mon moteur. Voilà. Et justement, ça rejoint un des points que je voulais évoquer avec vous, qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes entrepreneurs, c'est cette envie d'avoir du sens et de donner du sens aussi à son action et de se dire que justement, on a un impact aussi. Et ça, c'est assez récurrent chez les nouvelles générations d'entrepreneurs. Mais quand on parle de nouvelles générations d'entrepreneurs, il y en a qui ont 50 ans. Hein, c'est pas, oui, des jeunes entrepreneurs. Voilà, pour nous, un jeune entrepreneur, c'est... Au moins dans sa tête. Laurie Thébault, l'économie sociale et solidaire représente en France, ou en tout cas on recense en France dans ce domaine, plus de 215 000 établissements en France. Combien en Lorraine, en Alsace? Est-ce que c'est un pourcentage ou en tout cas, est-ce qu'il y a une parité un rapport entre la population Alsace-Lorraine et le reste de la France? Oui, on a à peu près 10 à 11% de l'emploi qui, justement, relève de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, ici en Lorraine. Donc c'est assez... on est dans la moyenne. Hein. Laurie Thébault, est-ce que l'émergence et le développement de l'économie sociale et solidaire, d'une certaine manière, n'est pas aussi un peu une réponse, finalement, à l'amoindrissement des fonds disponibles, à commencer peut-être des fonds publics? Oui, totalement. Hein. Justement... nécessité fait loi, donc beaucoup d'entrepreneurs avaient déjà ce réflexe d'essayer d'être le plus indépendant possible des finances publiques, hein, parce qu'ils voyaient bien qu'elles allaient diminuer, et puis même par souci d'indépendance aussi, je pense. Mais maintenant on se rend compte que les fonds diminue de plus en plus et ça pousse à justement innover, trouver de nouveaux modèles économiques, des partenariats privés, publics, hybridés quoi. En début d'entretien, en introduction, je précisais que l'économie sociale et solidaire représente 10% du poids du produit intérieur brut, du PIB, aussi bien d'ailleurs au niveau national, au niveau français qu'européen, voire mondial. Est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement l'économie sociale et solidaire remplace tout simplement, voire à quasi 100%, le modèle économique actuel? On n'y est pas encore, mais effectivement, nous, on aimerait que ce modèle se répande effectivement et devienne de plus en plus prégnant. Moi, ma conviction personnelle, c'est que effectivement, l'entrepreneuriat social, c'est l'avenir. Voilà, parce que c'est pérenne et ça apporte des solutions en même temps. En attendant, il est intéressant de constater que les médias, y compris les grands médias, font volontiers écho à l'entrepreneuriat social. Quels sont les enjeux, notamment en termes de changement d'échelle ? Les enjeux d'abord, c'est de pouvoir faire connaître tous ces entrepreneurs sociaux qui, sur les territoires, bien sûr, travaillent, montent des entreprises, montent des associations, répondent aux problèmes sociaux et non pas obligatoirement comme premier enjeu de se faire connaître. L'enjeu aussi du MOVE, c'est de les faire se connaître pour qu'il puisse y avoir des dynamiques qui soient présentes sur les territoires, qui puissent travailler ensemble, qui puissent échanger des services, mais aussi qui puissent au fur et à mesure mettre en place des collaborations qui leur permettent aussi de changer d'échelle au niveau des territoires. Et puis une dernière chose, l'enjeu du MOVE, c'est de les faire reconnaître. De les faire reconnaître, c'est de leur permettre d'avoir une place aussi dans l'élaboration des politiques publiques de demain. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Dimanche 21 février 2016, Caroline Néron, déléguée générale du MOVE, était sur le plateau de LCI, interrogée par Sylvia Amicone
dans Tous acteurs du changement, la chronique des innovations sociales de LCI Matin Week-end. Caroline Néron explique plutôt bien l'intérêt du MOVE. Laurie Thébault, vous ne trouvez pas ? Ah oui, tout à fait. Même si à l'époque, elle venait à peine de prendre ses fonctions, elle avait tout à fait compris. Et je trouve qu'elle explique bien ce qu'on essaye de faire au MOVE. Si vous voulez, je peux repartir un petit peu sur nos origines. Allons-y. Si ça vous dit. En fait, le MOVE, c'est vraiment, porte son nom assez bien puisqu'on a été créé en 2010 par des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises sociales de tout secteur d'activité. Ah, vous voulez dire que ce n'est pas une énième institution créée par l'État? Non, ce sont des entrepreneurs qui se sont dit, là, on se sent un peu seul, on se reconnaît pas forcément dans les modèles associatif où justement l'économie est un peu non plus pas trop, parce que la finalité est différente. Pour autant, on n'est pas ennemis, mais le fonctionnement est différent. Donc voilà, et se reconnaissait pas non plus dans le modèle associatif d'avant un peu où justement il fallait surtout pas parler d'argent. Ça, c'est un trait culturel, peut-être très franco-français. Le mouvement associatif étant souvent un peu hostile, précisément aux dimensions d'argent, d'une façon générale. Avant, c'était le cas. Maintenant, on observe que ça évolue bien sur cette question-là. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs décennies, c'était assez problématique de parler d'argent. Oui. Donc le MOVE se crée et j'imagine partout en France commence à ce moment-là à essaimer. Oui, voilà, plusieurs communautés commencent à se créer. Par exemple, en Lorraine, effectivement, ce sont des entrepreneurs lorrains qui sont allés chercher l'équipe du MOVE et qui ont dit nous aussi, on veut notre antenne et on va vous aider à la monter. Voilà, et ça s'est passé pareil en Alsace. Et le but, en fait, c'est de permettre justement à ces entrepreneurs de se mettre en réseau, de s'entraider, de sortir du fameux isolement de l'entrepreneur. C'est aussi l'objectif, c'est aussi de ne plus être seul face à ces problématiques d'entrepreneurs sociaux et d'avoir des oreilles, des écoutes qui comprennent de quoi vous parlez aussi, et puis trouver des contacts pour développer des activités ou des projets ensemble avec des partenaires qui nous ressemblent et qui ont des compétences qu'on recherche. Donc ça, c'est une première chose. L'autre objectif, c'est de rendre visible l'entrepreneuriat social auprès du grand public. Vous dites que effectivement les médias aiment bien en parler, c'est de plus en plus vrai en fait. Et nous, c'est un peu notre but, c'est d'infuser dans vraiment la culture tout ce qu'il y a de plus. Précisément, est-ce que, vous citiez tout à l'heure le film Demain, Laurie Thébault, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que précisément la société civile, vos concitoyens, le consommateur identifie ce qu'est une entreprise sociale ? Justement, nous, on essaye de faire en sorte que ça soit le cas. Par exemple... C'est pas tout à fait le sens de ma question. Non, moi, quand je vais, je sais pas moi, mettons que je sorte boire un verre avec des amis et que je leur demande s'ils savent ce que c'est, pas vraiment, non. Pas encore. Et donc, justement, pour pallier à ça, on organise des rencontres. Justement, vous parlez du film Demain. Par exemple, à Mulhouse, on a organisé une rencontre où on diffusait ce film-là et on recentrait sur la ville de Mulhouse et de son agglomération en montrant qu'il y a des initiatives d'entrepreneurs sociaux qui existent à côté de chez eux, des Mulhousiens, et on avait 200 personnes. Et effectivement, il y avait une vraie émulation autour de ces projets-là et de cette nouvelle économie qui se met en marche. Est-ce que, Laurie Thébault, les étudiants des universités, peut-être des grandes écoles, ingénieurs, ont une sensibilité plus particulière à cette nouvelle forme d'entreprise ? Par exemple, là, on a organisé avec l'ENSTIB, qui est une école d'ingénierie du bois. À Épinal. Voilà, à Épinal, une rencontre autour de l'entrepreneuriat social. Donc oui, ils y sont de plus en plus sensibles, ils veulent savoir ce que c'est, comment ça fonctionne. Et donc oui, effectivement... je peux citer aussi les écoles de management de Marseille ou de Lille ou de plusieurs grandes villes aussi qui organisent des rencontres autour de l'entrepreneuriat social. Ici à Nancy, il y a Artem qui fait des rencontres sur entreprendre autrement. Voilà. Artem étant l'alliance entre les trois grandes écoles. Les mines. L'école des mines,
les Beaux-Arts et l'école lycéenne. Voilà, l'école de commerce business school. Voilà. Laurie Thébault, est-ce que le MOVE a vocation à devenir une espèce de syndicat, voire même de lobby? Alors j'imagine que le terme n'est pas du tout dans le vocabulaire du MOVE, mais j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer, notamment, alors vous parlez de communication, mais aussi dans le domaine législatif peut-être. Oui, là par exemple le 9 mars dernier, on a organisé une rencontre avec les représentants au présidentiel, des candidats au présidentiel, et on leur a soumis des propositions justement de débloquer certains fonds pour l'entrepreneuriat social, de permettre le développement de start-up sociales ou encore d'autres mesures qui serait d'ampleur nationale, et on a œuvré pour que justement les entreprises dites classiques ou commerciales puissent être reconnues comme relevant de l'ESS. Ensemble, on essaye vraiment de partager, il y a vraiment une notion de partage, des bonnes pratiques, des bonnes solutions, des bonnes idées. Proposer des solutions, arriver avec des convictions, arriver avec des projets. On arrive, nous, entrepreneurs sociaux, avec une double ambition, une ambition économique et une ambition sociale. Porter cette double ambition à la fois, c'est pas facile, et donc du coup de voir comment les autres s'y prennent, sentir qu'on n'est pas tout seul, essayer de faire bouger les choses comme on souhaite qu'elles bougent. En lien avec d'autres personnes qui partagent ces convictions-là, et d'avoir une vision sur d'autres secteurs, d'autres problématiques. Ce qui fait qu'ensemble, en ayant une vision partagée de l'entrepreneuriat, c'est d'aller par exemple vers une démarche de plaidoyer pour faire connaître cette manière-là de faire l'entreprise. Nous on fait le pari au sein de notre structure, on fait le pari sur notre territoire, mais on fait aussi le pari au sein du MOVE que la coopération est source d'innovation sociale comme technologique, comme managériale. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Isabelle, Xavier, Bastien, Ezra, Mathieu, quelques témoignages d'entrepreneurs sociaux extraits d'une vidéo de présentation du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux dont vous êtes vous, Laurie Thébault, la coordinatrice Grand Est. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des jeunes qui se sentent concernés par l'entrepreneuriat social ? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que vraiment ça concerne tout le monde. On parlait de diversité en termes de statut, de secteur d'activité. C'est pareil sur l'âge, on va dire. Il n'y a pas d'âge pour être un jeune entrepreneur social. Voilà. Et en particulier dans le social. Laurie Thébault, vous expliquiez tout à l'heure qu'une des vocations du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux, était de précisément rendre visible ce domaine ou ce secteur d'activité, mais il y en a d'autres. Oui, c'est de permettre aussi aux entrepreneurs sociaux de progresser à travers des ateliers justement, par exemple sur la mesure de son impact social, sur comment rédiger ses statuts quand on est une entreprise commerciale pour justement relever de l'ESS et de ESUS. Alors, ESS, ESUS. Alors, économie sociale et solidaire. Ça commence à venir. ESUS, c'est un agrément et entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc voilà, qui justement permet de reconnaître le fait qu'une entreprise commerciale soit justement de l'ESS et puisse aussi bénéficier de certains avantages qu'on a quand on est une entreprise ESS. J'imagine que ces ateliers sont évidemment réservés aux membres du mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE. Oui, ou alors ils sont ouverts à d'autres réseaux quand on le fait en partenariat ou payants pour les curieux qui ne connaissent pas encore le MOVE et qui viennent pour la première fois. Voilà. Et ces ateliers, Laurie Thébault, j'imagine que c'est précisément un des aspects, ou peut-être pas forcément le cœur de votre métier, mais en tout cas un temps d'occupation assez important quand on est, comme vous, coordinatrice du MOVE Grand Est. Oui, ça fait partie de mes missions. J'en ai d'autres. C'est celle d'organiser des rencontres qui permettent aux entrepreneurs de se connaître entre eux. Parce que ça aussi, c'est important. Pour développer eux-mêmes leurs activités et leurs projets. Je leur permets aussi de rencontrer des financeurs lors de grandes journées du financement avec d'autres partenaires qu'on organise à Strasbourg, à Nancy et là cette année à Metz, par exemple avec Alsace Active et Lorraine Active. On leur permet aussi de se mettre en relation avec des experts sur la communication, sur la stratégie marketing, sur la mesure d'impact, sur les outils numériques. Voilà. Et de travailler ensemble aussi sur des problématiques d'un ou une entrepreneur.
Vraiment de justement permettre cette émulation collective de réflexion sur des problématiques on définit en amont. Combien d'entrepreneurs sociaux aujourd'hui membres du Move Grand Est pour tenter qu'il ait une entité juridique particulière, Laurie Thébault ? On n'a pas d'entité juridique particulière si on est un établissement secondaire, mais voilà. Et on compte une 50aine d'entreprises là. Alors évidemment, on va vous encourager, c'est bien 50 entreprises, mais quand on vous écoute et qu'on voit précisément le développement de l'entrepreneuriat social en France et dans le monde, on peut se dire 50 adhérents pour le Move Grand Est, c'est quand même pas beaucoup finalement, non ? C'est vrai dans le sens où on est encore jeune et moi je suis seule pour m'occuper d'un grand territoire, mais l'objectif effectivement c'est de doubler d'ici la fin de l'année. Le nombre d'adhérents. Quels sont les moyens alors du Move aujourd'hui et puis surtout d'où proviennent-ils en particulier ? Alors, bien sûr, vous êtes salarié, on disait dans le temps permanente d'une association, là aussi le vocabulaire évolue, vous êtes une salariée du Move Grand Est. D'une façon générale, aujourd'hui, le Move, quels sont ses moyens et surtout d'où proviennent-ils ? Alors nous, au Move, on essaye de faire comme nos entrepreneurs, c'est-à-dire d'hybrider nos modèles économiques. On a une partie qui sont effectivement des fonds publics, parce qu'on est un acteur du développement. On a une autre partie qui relève de fonds de partenariats privés, avec des banques, avec des entreprises, ou on en a aussi qui relèvent de partenariats avec des entreprises sociales. Et enfin, on a une partie effectivement qui est financée par les adhésions. On marque une pause, Laurie Thébault, et vous avez choisi le groupe Block Stop. On écoute et surtout, on s'accroche. We produce too much and we throw away tons. We work for shadow-dwelling shareholders who make sums we can't even dream of. We rarely do what we love. Spend time to spend money, hit snooze, spring into life to spend hours in traffic. Sleepless coffee addict and work what a waste to lose years. Living buried in fear. We're stressed, it's a mess and we can't get help, financial or psychological. It's an improbable existence at best. We gotta follow through, work collectively, forget the debt we've accrued. It's officially skewed and time to government had a judicial review. They say we owe CEOs. How about IOUs or FUs? Issue punks like Trump and all their right-wing views. Every one of us is disabused. Time to fight the rules. The rules are misused. I officially accuse the news of trying to confuse. So let's light the fuse. Who is the dirty man? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. Who is the dirty jerk? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. It's a dirty game. Is any man worthy of fame? Let alone being worthy of that man's own name or his title. What's a head of department without a heart? It's just a brain. When will we learn? We earn less and less. We pay interest, but we get laid off or outsourced whenever their profits are lost. Who knows the real cost of this system? They're all paid off. On the take, what will it take that all the victims and the workers unite? Unlikely gotta be consumers who stop going to the company shops and hit them in the pockets. Who is the dirty man? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. Who is the dirty jerk? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. Who is the dirty man? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. Who is the dirty jerk? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. It's our copper, our coltan, our cotton, our water, our tears, their slaughter, our sons, our daughters, our love, our sweat, our blood, our debt, our ancestors who died. It's our culture, our pride. Who is the dirty man? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. Who is the dirty jerk? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. Who is the dirty man? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. Who is the dirty jerk? Who got the dirty plan? We do the dirty work, but they got the dirty hands. Durablement vôtre, Eric Mutschler. But they got the dirty hands. Dirty Hands du groupe Block Stop, extrait de l'album Wake Up in the Water, sorti en avril 2016.
un titre qui dénonce les dérives de l'économie. Ça ne saute pas immédiatement à l'oreille, mais Block Stop est un groupe alsacien, né de la rencontre entre un musicien strasbourgeois et un MC new-yorkais. Vous qui êtes la coordinatrice Grand Est du Move, Laurie Thébault, j'imagine que c'est ce qui a déterminé votre choix. Oui, et aussi parce que je les ai découverts lors d'une fameuse rencontre du Move pour les entrepreneurs sociaux avec des spécialistes de la mesure d'impact, des finances, des partenariats. Et voilà, c'est une rencontre qu'on avait organisée avec Make Sense et qui justement alternait des témoignages d'entrepreneurs sociaux et des morceaux d'un artiste local, dont Block Stop, que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. C'est votre droit. Laurie Thébault, comment devient-on coordinatrice du Move, le mouvement des entrepreneurs sociaux, en l'occurrence ici Grand Est ? Alors là, j'ai envie de vous dire que c'est comme dans l'entrepreneuriat social, il n'y a pas de règles, il y a des parcours très différents. Alors précisément, quel est le Voilà, moi j'ai fait une prépa littéraire, puis ensuite j'ai intégré une école de traduction et d'interprétation. Je me suis dirigée vers un master de management interculturel, mais en fait, j'ai fait des stages en Équateur dans des agences d'écotourisme et de tourisme solidaire. Et je m'intéressais déjà à l'entrepreneuriat. Hein. Je faisais mon mémoire sur l'entrepreneuriat des femmes, par exemple. Et en fait, en Équateur, j'ai découvert des entreprises qui avaient un mode de fonctionnement différent. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et je me suis dit, OK, il y a une autre manière d'entreprendre qui est possible et qui me correspond. Ça veut dire qu'au moment de vos études, Laurie Thébault, vous n'aviez pas connaissance de ce mode économique et que finalement, sinon, vous seriez peut-être destiné à rentrer dans une entreprise classique ? Peut-être, oui. Peut-être. Mais je pense que quand on a cette fameuse recherche de sens et de vouloir changer les choses, petit à petit, en tâtonnant, si on suit vraiment ces envies-là et qu'on a la chance aussi de tomber sur à l'occurrence, moi, c'était un stage au Move qui vous donne une fenêtre sur ce qui existe. Voilà, il y a toujours moyen de s'en rapprocher. Et c'est comme dans l'entrepreneuriat social, au final. Il y en a qui sont issus de secteurs complètement différents et qui n'étaient pas forcément destinés à faire de l'entrepreneuriat. Ça veut dire aussi qu'il y a parmi les entrepreneurs qui sont adhérents, par exemple, du Move, Laurie Thébault, est-ce qu'il y a des gens qui ont changé d'orientation précisément ? Bruno Martin, qui a cofondé La Poudrière, il était géographe. Par exemple. Voilà. Et il adore le répéter à tout le monde. Mais voilà. Je crois qu'il y a même des entrepreneurs qui ont juste un bac en poche. Il y en a d'autres qui ont fait HEC, qui auraient pu se retrouver dans la finance, qui d'ailleurs l'ont fait en son revenu et ont monté des entreprises magnifiques comme Phoenix, qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Enfin voilà, c'est possible. J'ai des entrepreneurs, ils ont démissionné de grands groupes pour monter des entreprises sociales, parce qu'ils sont à la recherche de justement toujours du sens. Voilà. Et ils ont des compétences en plus. Et ils se sont dit, moi je peux les mettre au service d'une cause. Alors vous-même, qui êtes dans l'entrepreneuriat social, précisément, en tout cas dans la coordination de ce mouvement, Laurie Thébault, est-ce que vous n'avez jamais eu envie, vous-même, de créer une entreprise sociale, et si oui, dans quel domaine ? Voilà, là ça c'est une énorme question, effectivement. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui se font et j'arrive pas à me décider sur ce que j'aimerais faire encore. Donc voilà, mais il y a une belle entreprise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Active Action. Et ça me parle vraiment ce qu'ils font. Ils permettent à des gens qui sont au chômage de vivre cette expérience-là comme un tremplin collectivement. Je ne peux pas vous expliquer comment ils font. J'ai participé à un de leurs ateliers et c'est magique. Ils utilisent l'intelligence collective pour que justement retourner quelque chose qui a priori est très négatif et très lourd psychologiquement pour permettre à des gens de rebondir avec des ateliers de 3 heures. Donc moi je ne saurais pas vous dire dans quoi je veux travailler. Pour l'instant je suis bien au Move parce que justement je fais de belles rencontres avec des entrepreneurs de tout secteur. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Laurie Thébault, coordinatrice Grand Est du mouvement des entrepreneurs sociaux, le Move, c'est le moment de votre choix. On écoute. Alors Crésus, c'est un modèle unique en ce sens qu'il
c'est une des seules institutions à accueillir les ménages surendettés en grave difficulté. Malheureusement, la situation s'est encore aggravée et en 2008, on a dit on va faire de la prévention. Il ne s'agit pas seulement de traiter les gens qui ont la gangrène et qui viennent chez nous très tard, si bien qu'il faut couper le bras. On va essayer d'agir beaucoup plus vite. Justement, vous avez lancé donc cette plateforme de prévention en 2008. Vous êtes un des exemples de co-création, c'est-à-dire que vous avez élaboré un partenariat gagnant-gagnant avec des établissements financiers. Expliquez-nous comment ça marche. On a construit main dans la main un modèle de prévention qui est vraiment unique au monde, je crois, où en temps réel, un banquier, au lieu d'attendre que le client soit exsangue, essaye même de détecter les premiers signes de fragilité et lui propose d'être accompagné et d'être pris en main par une association qui est totalement neutre, un médiateur en quelque sorte. Cet extrait d'une interview de Jean-Louis Kiel, président de la fédération Crésus, diffusée sur LCI, décidément une chaîne que vous semblez apprécier. Dans l'émission déjà citée, cette fois, c'était le 20 juin 2014, pour illustrer votre coup de cœur, Laurie Thébault. Oui, en fait, Crésus, c'est une entreprise que j'ai eu la chance de découvrir de l'intérieur. Une entreprise, Laurie Thébault, en réalité, c'est une fondation. Oui, mais si vous allez les voir et si vous passez une journée avec eux, vous verrez que c'est une entreprise. L'un n'empêchant pas l'autre. Voilà, vraiment. Après, il y a une fondation et une association, hein, enfin voilà. Et justement, moi, je suis allée passer une matinée avec un des salariés hyper impliqués, Maxime Péquip, à Crésus toute une journée. Et en fait, Crésus, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Alors, j'allais vous poser la question, peut-être redéfinir la mission de Crésus. Déjà, rien que par le nom, vous vous doutez un tout petit peu. C'est justement une association qui lutte contre le surendettement. Et tous les problèmes que ça implique chez les gens. Et ils ont réussi à monter des partenariats avec des banques gagnant-gagnant pour détecter les personnes qui commencent à se mettre déjà en situation d'endettement avant que ça devienne dramatique et que parfois, Maxime me parlait de gens qui sont poussés au suicide à cause du surendettement. Donc c'est un problème sérieux et très grave. Et donc eux, ils ont développé énormément d'outils de mesure, de détection et de suivi qui permet de vraiment rééquilibrer les choses et de permettre aux gens de petit à petit réduire leur endettement ou même en sortir. Et c'est assez fabuleux. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et voilà, ils sont sur un créneau, je trouve, de prévenir plutôt que guérir. Et ils ont réussi à convaincre les banques que c'était pas dans leur intérêt de laisser les gens s'endetter. Et en même temps, voilà, de prendre les mesures qui permettent, voilà, à tout un chacun d'être serein et de pas se mettre dans une situation... En même temps, Laurie Thébault, est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête? Parce que finalement, le surendettement, allez, c'est le fait des banques. Si on se surendette, c'est parce qu'on fait trop de dettes. Et auprès de qui peut-on faire des dettes aujourd'hui en France? Ce sont les banques. Est-ce qu'on n'est pas un peu, finalement, dans un drôle de monde où, d'un côté, on a, allez, on va pas les qualifier de méchants, mais ceux qui sont précisément, quittes d'ailleurs à utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour précisément vendre, que ce soit du prêt ou n'importe quoi d'autre, et puis finalement des structures, alors ici ce sont, en l'occurrence c'est la Fondation Crésus, mais on le voit aussi dans d'autres domaines, environnemental par exemple, où ce sont des associations qui protègent l'environnement et qui le font là très souvent bénévolement. Est-ce que tout ça n'est pas un peu finalement le paroxysme d'un modèle qui est en train d'exploser? Moi je pense que justement ces structures parfois on décrit, parfois elles ont juste pas idée de ce qu'elles pourraient faire. Et par exemple, une banque, en fait, elle voit pas si son client est endetté auprès d'autres structures. Donc, je sais. Ils peuvent le mettre en place, ce genre de choses. Oui. Elles-mêmes, est-ce qu'elles ont besoin d'acteurs de l'économie sociale bien sûr, pour mettre en place? Est-ce que quelque part, le MOVE, c'est aussi, en tout cas les adhérents du MOVE, les entrepreneurs sociaux, sont aussi finalement peut-être des gens un peu plus éclairés que la moyenne et qui ont besoin que leur lumière, comme ça, se diffuse dans la société? Moi, je pense qu'effectivement, ils ont tout intérêt à travailler en partenariat avec des entrepreneurs sociaux. Mais il faut pas non plus leur jeter la pierre. Voilà.
Bon, c'est des modes de fonctionnement qui sont différents et il faut que ces deux mondes dialoguent. Phoenix, par exemple, il travaille avec des grands groupes de distribution pour justement réduire le gaspillage alimentaire et non alimentaire. Voilà, et il y a beaucoup d'entreprises sociales qui montent des partenariats avec des entreprises dites classiques pour justement réduire un peu les dérives. Voilà. C'est ça. En l'occurrence, c'est un peu le garde-fou finalement sociétal peut-être des entrepreneurs sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Laurie Thébault, une vraie action législative à faire pour changer? Vous parliez à l'instant de gaspillage alimentaire. Il a fallu une loi. Il y a une loi, oui. Voilà, jusqu'à présent, les grandes surfaces jetaient du chlore sur les aliments, sur les invendus. Aujourd'hui, c'est interdit. Est-ce que le MOVE a aussi vocation à être précisément un lobby, au sens plutôt noble du terme, pour faire avancer précisément la législation dans le bon sens, au sens de l'humain? Oui, ce qu'il faudrait aussi, par exemple, dans les marchés publics, c'est peut-être des clauses qui disent, il faut plutôt faire appel à, du matériau, je sais pas moi, des biodégradables, que sais-je. Enfin voilà, il faudrait aussi des clauses peut-être dans les marchés publics ou ces fameuses lois qui sont en cours, par exemple sur l'alimentation bio dans les cantines. Voilà. On voit que ça a beaucoup de mal à passer. Oui, c'est un peu long, mais voilà, effectivement, la législation peut aussi servir de levier pour l'entrepreneuriat social. Le MOVE intervient dans ce domaine, dans ce champ législatif, Laurie Thébault? Comme je vous l'ai dit, oui, le 9 mars, on est allé voir les représentants au législatif. C'est vraiment un travail de fond. Et là, on va aller à Bruxelles aussi. Le 28 mars, avec des entrepreneurs français pour justement travailler sur d'autres législations européennes. Merci Laurie Thébault pour cet entretien. Merci à vous Eric. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice Grand Est du mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE. Pour en savoir plus, et si vous vous reconnaissez dans les valeurs de l'entrepreneuriat social, pourquoi ne pas adhérer au MOVE? On vous retrouve sur vos pages Facebook, MOVE Grand Est ou Mouvement des entrepreneurs sociaux. On lira aussi avec intérêt votre livre blanc de l'entrepreneuriat social sur votre site internet où l'on trouve beaucoup d'autres informations utiles à l'adresse www.mouve, ça s'écrit MOUVES.org.